Bienvenue sur le service public libre, vous êtes sur le champ, l'émission qui travaille à la reprise du pouvoir. Et aujourd'hui, je suis avec Sylvain Baron. Salut Sylvain. Salut, ça va Lies? Ouais, très bien, merci. Bah écoute, bienvenue dans cette émission sur le champ, émission de stratégie politique, on va dire. Je suis très heureux de te recevoir parce que ça fait longtemps que tu es sur ce sujet-là et tu vas pouvoir nous en parler aujourd'hui. Donc déjà, est-ce que tu pourrais te présenter un peu brièvement, présenter ton parcours en tant que militant, voilà, on va dire. Alors je m'appelle Sylvain Baron, j'ai 40 ans, je suis tombé dans le bouillon du militantisme il y a à peu près 10 ans. Au départ j'étais comme tout le monde, j'étais chauffeur routier, j'étais un bon gauchiste qui faisait de la guitare. Dans la vie j'étais très éloigné de tout ça, mais par contre je m'intéressais à tout ce qui était question de pénurie de matières premières, de technologie, de sciences. Bon, ce qui m'intéressait c'était de comprendre pourquoi, alors qu'on nous prédisait que le pétrole allait un jour venir à manquer, nous étions dans un régime de libre-échange et qui ne prévoyait pas les technologies industrielles pour encaisser ces pénuries à venir. Et donc ça m'a mené à m'éduquer politiquement petit à petit, jusqu'à comprendre que tout ce régime de libre-échange était dicté par des traités européens sur lesquels nous n'avions aucune prise, et qui, au-delà des questions économiques que cela soulevait, se posait aussi de très graves questions en termes de démocratie et de géopolitique. Donc au fur et à mesure de mon éducation politique, j'ai commencé à devenir très actif parce que je ressentais une réelle injustice par rapport à tout ça. Et j'ai commencé par décrocher des drapeaux européens au cours de l'année 2013, je crois. Je me suis fait un peu connaître là-dessus. Plus de 1000 drapeaux ont été décrochés à travers la France par différents activistes qui ont fait la même, hein, tout simplement. Mhm. Ça m'a permis de tenir un journal qui a été publié sur 12 numéros sur Bordeaux, où on faisait un peu d'éducation politique, on va dire. J'ai continué ensuite sur d'autres activités comme la révolte monétaire, sur laquelle je ne m'étendrai pas trop. Là où je me suis le plus fait connaître, c'est sur des sièges symboliques de nos grands médias. Et je travaille sur d'autres sujets, notamment le fait de lancer des tribunaux populaires pour juger notamment Emmanuel Macron, mais de façon générale l'oligarchie. Et pour expliquer tout ce que je fais et tout ce que je pense, j'ai écrit un livre qui a été publié récemment, qui s'appelle Révolte, sous-titré Essai sur la légitimité et la planification de l'insurrection populaire en France, qui le sous-titre en lui-même évoque en fait toute ma pensée métapolitique, on va dire. Très Voilà. bien. Très bien. Bah justement, on va, au cours de cette émission, un petit peu évoquer ce que tu racontes dans ton ouvrage. Et du coup, tu as parlé justement de la manif, enfin, ce que j'appelle moi la manif de médias, ou le siège Mhm. symbolique des médias. Est-ce que tu peux nous en toucher deux mots? Parce que voilà, c'est une expérience, effectivement, on Tout y à fait. était pas plus tard qu'hier, en Exactement. En fait, ça fait l'occurrence. depuis 5 ans que ça dure. La première fois, en fait, c'était la toute première fois que j'organisais une manifestation. C'était devant l'Assemblée nationale. Et puis, donc, avec une poignée de camarades, on est parti devant BFM pour les secouer un petit peu. Et du coup, c'est resté. On s'est dit, on va rester devant à faire le rendez-vous des médias parce que c'est quand même eux qui décident de ce que l'on doit penser ou non, des personnalités politiques ou intellectuelles que l'on a droit d'entendre ou non, du débat d'idées général en France, et eux-mêmes parlent de pensée unique. Les journalistes sont les premiers à reconnaître ce terme de pensée unique dans les médias. Or, si du point de vue électoral, nous n'avons aucune solution pour pouvoir nous en sortir, c'est pas qu'il n'y a pas des gens qui se présentent, comme par exemple Jacques Cheminade, François Asselineau, ou d'autres qui sont eurolucides, hein, clairement, qui veulent nous sortir des traités européens pour le moins. Ces gens-là sont minorés par les médias, voire clairement censurés et diabolisés. Ce qui fait qu'il ne reste que la pensée unique de la doxa européiste, mondialiste, libérale, qui se dit progressiste sur des considérations sociétales qui ne vont jamais remplir les frigos, ni rétablir la démocratie en France. Donc face à ce problème-là, si on veut réinformer la population dans son entier et rapidement, plutôt que de faire de la pédagogie populaire avec des tracts et des affiches qu'on va placarder à droite à gauche, moi il me paraît plus pertinent et plus logique de faire comme d'autres révolutionnaires avant nous, qui est de reprendre le contrôle des médias. Les Roumains, lorsqu'ils ont fait leur révolution en 1989, ont renversé Ceausescu, d'abord en commençant par une prise de contrôle de leur chaîne de télévision publique nationale.
De la même façon, Chavez, la première étape de sa révolution a été une reprise de contrôle de la chaîne de télévision publique nationale vénézuélienne. Donc il a été en prison après pour ça, mais 2 ans après, enfin je ne sais plus si c'est 2 ans ou 3, j'ai plus le temps exact, mais après il a été élu président. Ce qui signifie bien qu'il y a un rôle majeur dans les médias. Donc l'idée c'est, au lieu de vraiment de perdre du temps, on reprend le contrôle de nos médias publics en particulier. Alors tant qu'on n'est pas très nombreux, parce que je ne suis pas quelqu'un qui communique beaucoup, même si paradoxalement c'est ce que je fais aujourd'hui, il faut qu'on soit nombreux tout simplement devant les grands médias pour déjà les mettre à l'amende, leur faire un petit peu peur, les inquiéter, en se disant s'il y a des masses devant chez eux et que c'est régulier, ça pourrait les dépasser. On n'a jamais un contrôle total des foules, tout en se tenant prêt à en prendre le contrôle d'un bâtiment directement, et en ayant en tout cas ce sous-entendu pour qu'un jour une délégation soit en capacité de négocier du temps d'antenne régulier sur toute l'année pour rééquilibrer la charge de l'information. Donc en gros, c'est à ça que nous appelons les gens, nous rejoindre sur des lieux qui sont pertinents. La prochaine manifestation est d'ailleurs prévue le 9 janvier prochain, samedi 9 janvier prochain. Et du coup, donc l'objectif de ces manifs sur les médias, c'est de pouvoir être reçu dans un média. Bah déjà, clairement mettre la pression à l'oligarchie médiatique, hein, parce que des journalistes qui sont des militants politiques, pour dire vrai, qui font la même propagande et qui nous dénigrent ou nous censurent, tant qu'on leur fait pas peur, et ça vaut autant pour les députés, pour les politiciens, tant que ces gens n'ont pas peur de nous, tant qu'ils ne nous craignent pas, ils continueront de faire ce qu'ils font actuellement. Donc il y a 2 solutions, soit on tend la joue droite et la joue gauche, comme le font certains politiciens qui ne veulent pas se mettre à mal avec des médias qui les médias, ouais. Exactement, alors qu'ils sont malgré tout censurés et diffamés, soit au contraire on introduit un rapport de force en disant nous on n'est pas les mêmes, on n'est pas des politiciens de notre côté, nous sommes des simples Français, et il est hors de question de vous laisser continuer à faire ce que vous faites. Donc il faut leur faire peur, très clairement. Maintenant, la réalité objective sur le plan opérationnel, c'est que d'abord, ça dépend des masses. Évidemment, si on est 10 devant un média, ce n'est pas la même chose que si on est 1 million. Donc il y a forcément des enjeux de puissance qui sont à relever. Et lorsque nous avons une masse que nous pouvons mobiliser tous les jours devant des grands médias publics, à partir de là, je pense que ces mêmes médias publics préféreront discuter avec nous plutôt que laisser une situation pourrir et devenir dangereuse pour leurs locaux, leur personnel, etc. Et quel bilan, toi, tu peux tirer depuis 5 ans que ces manifestations sont organisées? Alors, contrasté, d'abord, on a quand même une pression qui monte petit à petit avec de plus en plus de gens mobilisés. Les derniers mois, on était quand même sur quelques centaines de personnes qui venaient naturellement. Bon, on avait du temps pour faire de la communication et beaucoup de relais d'opinion aussi par des gens qui sont un petit peu connus sur les réseaux sociaux ou en tant qu'intellectuels qui partagent. Là, dernièrement, par exemple, le collectif Réinfo Covid nous a aidés à communiquer sur ce sujet parmi d'autres entités. Donc ça nous aide pour la communication. Le vrai problème que l'on a pour faire du monde, qui nous permettrait d'accélérer, on va dire, cette volonté, c'est tout simplement moi. Parce que je suis plus connu pour animer tout ça, pour organiser tout ça, mais malheureusement, j'ai vraiment un problème à communiquer par moi-même régulièrement et de façon très calibrée pour justement attirer du monde. Donc je suis notre propre handicap. Ça se décante, ça prend du temps et quelque part c'est pas plus mal que je puisse rester ce que je suis et pas forcément un communicant, en se disant que c'est une idée qui devient de plus en plus globale et qui ne m'appartient pas de fait et donc qui est reproductible par tous. L'idée c'est qu'on y arrive quand même au bout d'un moment et pas trop traîner, mais bon, on va voir. Mais du coup, bon, je suis la petite incise, effectivement avec les Gilets jaunes constituants, on avait repris cette idée et parfois les camarades étaient allés même à 3 devant un média et ça avait suffi à avoir une interaction avec les journalistes et à instaurer un certain rapport de force parce que malgré tout, quand ils sont pas sur les plateaux télé, qu'ils sont dans la rue avec 3 gilets jaunes, bon, le discours il s'adoucit, on va dire, de la part de toute façon, en fait, quand on est sur le terrain, même quand on n'est pas nombreux, il y a toujours des acquis et par exemple, juste hier, au-delà déjà les simples interactions qu'on a avec la police, puisqu'on fait des manifestations, il y a forcément des policiers. Et qu'on a besoin du régalien aussi, il n'y a pas que les médias à reprendre.
Déjà, ça permet d'entamer du dialogue avec les forces de police, puisqu'on n'est pas du tout dans la démarche débile de dire on est dans la logique ACAB, on veut se confronter avec la flicaille, c'est pas notre truc. Donc déjà, ça nous permet d'entretenir des rapports avec eux, mais évidemment aussi avec des journalistes que nous allons croiser, nous en croisons régulièrement, ou des gens qui sont invités à s'exprimer devant les médias. Typiquement, hier, il y avait un sénateur dont je n'ai pas retenu le nom. Sénateur LREM, Yakuchi. Quelque chose comme ça se termine en I, on va Ouais. retrouver, je crois que ça Ouais. commence par un G, son nom de famille, mais qui C'est un passait. Ya, hein, ça commence par un I. D'accord. Ouais, je vais le retrouver. Toujours est-il qu'on a pu discuter avec cette personne qui allait donc s'entretenir avec un journaliste à BFM. Et ça aussi, c'est des moments importants parce qu'en fait, tous les gens qui vont et viennent dans les médias, puisque les médias ne reçoivent que des oligarques ou des gens qui ont le droit de citer, on peut les interpeller. On a pu discuter aussi avec un technicien de la maison de la radio, donc c'est quand même des gens qui nous intéressent nous, du point de vue opérationnel. C'est des moments en fait très importants parce que même les journalistes, quand on les croise, souvent ils nous disent vous devriez être plus nombreux. D'ailleurs, c'était même le policier là hier qui nous le disait, qui gérait notre cortège, qui disait mais vous devriez être nombreux devant les médias, c'est bizarre que vous ne soyez pas assez nombreux. Les journalistes eux-mêmes nous disaient si vous étiez plus nombreux, on vous écouterait, on vous entendrait parce que tout simplement vous auriez la masse pour vous. Et malheureusement, il y a quelque chose qui est difficile à comprendre, c'est que la majorité des gens qui vont manifester raisonnent plus avec du pathos, très clairement, en se disant je veux là où est la masse, j'irai. Donc ça veut dire que si on réunit la masse en plein milieu d'un champ, au fin fond de la Beauce, tout le monde va aller là-bas parce que la masse sera là-bas, alors qu'il n'y a strictement rien. Et quand on leur dit il faut occuper les sièges du pouvoir, que ce soit à travers les médias, le Parlement, certains ministères ou d'autres institutions qui peuvent nous intéresser, je ne sais pas, le Conseil constitutionnel, peu importe, mais des endroits pertinents, il n'y a plus personne. Donc ça veut dire que la logique de bon sens tactique je trouve pas les mots en fait. La plupart des gens n'ont pas l'air d'avoir cette Ouais, non, conscience. mais je vois très bien. Hier, d'ailleurs, comment dire, il y avait une manifestation organisée aussi devant la préfecture de police de Paris, Tout à fait. et il y avait très peu de monde. Alors que c'était un bon spot. c'était l'objectif, c'était enfin, de manifester contre la loi sécurité globale. Et l'après-midi, il y avait une autre manifestation contre la loi sécurité globale, mais à l'opposé, Porte des Lilas, République, c'est-à-dire Là où il y a grosso rien. modo les derniers quartiers plus ou moins populaires de Paris. C'est ça. Et voilà, on a vu des scènes de violence, des banques brûlées. Des Ok, voitures brûlées, voilà. des prolos Mais, d'ailleurs. mais je veux dire, il y avait plusieurs dizaines de milliers, voire centaines de milliers de personnes là-bas. Et il y avait, je crois, plus ou moins 200 personnes rassemblées à la préfecture de police de Paris, quoi. C'est ça. C'est étonnant, effectivement, que voilà, sous les fenêtres des lieux de pouvoir, il y ait moins de monde. Même si, voilà, le seul moment, je veux dire, dernièrement, on a pu voir ça, c'était pendant le début des Gilets jaunes, effectivement. Après, il pour faut voir qui sont les organisateurs des manifs traditionnels qui ne mènent à rien. D'ailleurs, Coluche s'en moquait déjà à son époque. Il disait si vous voulez à Créteil-Soleil, c'est tous les jours qu'ils vous donnent l'autorisation d'aller manifester là-bas. Ouais. Parce que vous n'êtes pas gênant. Mm. Aujourd'hui encore, c'est la même chose. Nos syndicats, parce que là, c'était des syndicats qui avaient organisé la manif entre la Porte des Lilas et de République. C'est bien la première fois déjà qu'ils organisent un week-end. C'est assez rare. Et c'est toujours dans des lieux sans intérêt. Et toujours pour revendiquer le poids de nos chaînes. C'est-à-dire qu'au lieu de dire les lois que l'on conteste émanent bien de gens qui les ont décidées à des hauts niveaux de pouvoir et ces gens-là continueront de faire des lois que nous ne voulons pas, au lieu donc de dire nous sommes beaucoup plus simples, nous n'allons pas dénoncer les effets mais bien les causes en réclamant la destitution de ces gens de pouvoir qui finalement nous oppriment. Non, non, ils veulent négocier avec le pouvoir le poids de nos chaînes, pour le coup en disant bah, ta loi on veut que tu la modifies ou que tu la retires tout ou partiellement. Ce qui n'est pas normal. Ces mêmes syndicats qui avaient d'ailleurs soutenu Emmanuel Macron lors de la présidentielle, ces mêmes syndicats qui aujourd'hui sont en train de soutenir la dictature sanitaire dans les entreprises en poussant à ce qu'il y ait plus de mesures de protection pour les salariés parce que nous serions dans une terrible épidémie. Ces mêmes syndicats qui ont craché sur les gilets jaunes pendant un bon bout de temps en disant que nous étions des gens d'extrême droite. Ces gens d'ailleurs qui ne nous ont jamais rejoints quand les Gilets jaunes eux-mêmes organisaient leurs manifs, les syndicats n'appelaient pas à venir en leur nom en tant que syndicats à nous renforcer. Non, non, c'est à nous de venir renforcer les syndicats.
Alors je vois qu'il y a quand même beaucoup de gilets jaunes qui ont un manque de mémoire. C'est ça qui est un peu triste, c'est que les gens manquent de mémoire sur les prises de position des uns et des autres pour savoir avec qui travailler. Pour moi, les gilets jaunes devraient rester dans une logique opérationnelle et indépendante de toutes les entités politiques et syndicales, et de considérer que la convergence, ce n'est pas à eux de la faire vis-à-vis de ces entités qui nous ont toujours trahis d'une façon ou d'une autre, mais l'inverse. C'est-à-dire à nous de monter nos opérations, qu'elles soient profondément tactiques, en étant radicales sur les revendications, notamment la destitution d'Emmanuel Macron, puisque ça, c'est bien dénoncer les causes et non pas les effets, et dire si vous voulez vous joindre à nous, pas de souci, mais pas l'inverse. Donc pour l'instant, on n'y est pas. D'accord. Ok Sylvain, donc du coup on va passer dans la deuxième partie de cette émission où là tu vas nous présenter donc ta stratégie pour la prise du pouvoir. D'accord. Alors c'est un peu ce que j'explique dans mon livre, il faut justement étudier les précédents en termes de révolutions passées, que ce soit plutôt dans le temps proche, hein, quand même, le temps contemporain, pour voir un petit peu quelles sont les constantes. Parce que si l'on revendique d'une part renverser le pouvoir actuel et donc reprendre la main par définition, il faut avoir une stratégie assez cohérente dans ce l'on veut développer. Donc effectivement les médias ça fait partie des institutions dont on doit reprendre le contrôle pour gagner la guerre de l'information, ça paraît évident. Mais il n'y a pas que ça. Toutes les révolutions ont pour constante le fait qu'à un moment l'armée a dû se prononcer. Elle a dû se mettre aux côtés des civils insurgés. Alors soit de façon très proactive, soit de façon plus passive, mais c'est toujours utile, c'est une constante. Donc nous devons avoir les cœurs régaliens de la nation, c'est-à-dire l'armée et la police, de notre côté. Et ça, c'est plus par du travail de sensibilisation que l'on peut le faire. Donc il y a, comme sur le plan opérationnel, par exemple, pour rester dans le concret, on a la possibilité à la fois d'aller faire le siège des régiments et des bases militaires avec quelques activistes, hein, des sièges symboliques, où pendant 10 minutes ou 1 heure, on va rester à faire quelques images avec la presse locale et transmettre un courrier au chef de corps appelant au secours très clairement et disant « Nous voulons que vous cessiez de reconnaître la légitimité d'Emmanuel Macron au commandement suprême ». Bon, ça c'est déjà une façon très claire de gêner le pouvoir, de faire des actions efficaces de sensibilisation des armées qui ne seront pas payantes le jour J, c'est évident, mais qui sur le long terme et lorsqu'il y a une certaine répétition, fragilisent l'autorité du chef d'État sur les armées. Le deuxième point, nous avons évidemment la police. Alors il paraît évident que lorsqu'on est dans une logique de confrontation, on ne peut rien obtenir de la police. Si en revanche, on est au contraire dans une logique de bonne intelligence, de cordialité, de savoir tisser des relations, ça pourra nous aider le jour où il y aura des grosses opérations à monter et qu'il s'agira de réussir. Ça nous permettra d'avoir un certain nombre de relations. En tout cas, il faut fragiliser la volonté d'obéissance des policiers par rapport au gouvernement. Donc ça, c'est le second point. Le régalien, il faut l'affecter de la même façon que les médias. Le troisième point que je développe dans ma stratégie générale, donc c'est des éléments tactiques que l'on met en corrélation, que nous coordonnons, il y a le fait de monter des tribunaux populaires, c'est-à-dire faire une justice extrajudiciaire, des procès extrajudiciaires, où l'on puisse faire dérouler le réquisitoire d'Emmanuel Macron, notamment puisqu'il est le premier domino de l'oligarchie. Donc, présenter par exemple les affaires Alstom sous l'angle pénal, ça relève de l'article 411.3 du Code pénal sur les intelligences avec des puissances étrangères, que de livrer tout ou partie d'entreprises stratégiques en lien avec les questions de défense à une puissance étrangère. De la même façon qu'envoyer des bombes sur la Syrie en avril 2018, c'est non seulement une violation de notre Constitution, du droit international, et notamment l'article 8 bis des statuts de Rome sur la Cour pénale internationale, où ce genre de fait est qualifié de crime d'agression. On pourrait continuer avec des crimes contre l'humanité, contre les Gilets jaunes, quand il les a réprimés dans la violence. Bon, on a toujours de toute façon une façon de les saisir sous l'angle judiciaire. Le problème, c'est que les institutions judiciaires elles-mêmes sont impuissantes, elles ne peuvent ni s'autosaisir. Notre représentation politique jouit d'un certain nombre d'immunités qui de toute façon les protègent, mais rien ne nous empêche de garder les mêmes lois pour faire leur procès public à travers finalement ce qui pourrait être
apparentées à des pièces de théâtre, sauf qu'on fait ça dans des salles municipales, des salles privées. On invite un public qui va devenir le jury. Et nous avons des avocats qui vont réellement plaider, c'est-à-dire d'un côté quelqu'un qui va s'occuper des réquisitions, donc un procureur, et de l'autre côté quelqu'un qui va jouer une défense tout à fait honnête. Parce que le but du jeu, c'est de rester honnête et intègre dans notre présentation des faits. On laisse le jury décider, on fait ça sous les caméras, encore une fois, de la presse, on l'invite, de telle façon à ce que l'on puisse faire le procès public d'Emmanuel Macron, pas seulement dans une salle, mais un procès médiatique. C'est une autre façon de le fragiliser. Le but des révolutionnaires, en fait, est de toujours de fragiliser l'autorité contestée, l'autorité politique suprême contestée, et avoir en dernier, alors ça c'est le dernier angle d'une préparation, d'une planification révolutionnaire, d'avoir déjà un gouvernement prêt à l'emploi, un gouvernement alternatif prêt à reprendre la main. Voilà un peu les différents leviers. Je ne les prends pas tous, je n'ai pas évoqué les symboles de la tyrannie que l'on peut altérer, comme les drapeaux européens que nous décrochons, ou la monnaie que l'on peut franciser. Nous sommes actuellement dans l'euro, mais on peut rétablir le franc avec un simple stylo sur un billet de banque. Il y a tout un tas de façons de jouer en fait sur la légitimité de la tyrannie à pouvoir continuer de gouverner, que ce soit dans les symboles, que ce soit dans des actes. C'est ça le travail des révolutionnaires. Donc pour toi, là, le premier travail, ça serait, on va dire, de fragiliser le pouvoir. C'est ça. Ok. Bah, c'est assez intéressant. C'est un peu la stratégie, enfin des aspects stratégiques en tout cas qu'on a évoqués dans l'émission précédente avec Monsieur Upinski. Je ne sais pas si tu connais. Oui, je vois qui c'est. Qui lui, voilà, nous expliquait que là, actuellement, il y a un axe vraiment, un boulevard en fait, pour vraiment fragiliser le pouvoir, en tout cas le délégitimer. C'est le fait qu'il se soit comporté de manière criminelle au cours des mois récents de cette entre guillemets crise sanitaire, en tout cas qui est une crise. Après on peut voir si elle est sanitaire ou si elle est autre chose, mais qui a démontré qu'il a agi de manière criminelle et de manière même préméditée. Tout à fait. Voilà. Et donc ça, c'est un moyen de le délégitimer. Une fois que tu l'as délégitimé, après, tu viens et tu proposes, toi, ton programme. Et après, bah, c'est vrai que les forces de l'ordre, les militaires, ces corps régaliens, ne sont pas des gens qui prennent des initiatives, surtout en France. Dans d'autres pays, le militaire est lié au pouvoir. Il faut être général ou colonel pour avoir accès au pouvoir, mais ce qui n'est pas le cas en France. En France, c'est bien séparé. Le militaire ou la police obéit au pouvoir politique, a priori. C'est ça. Et donc, ils ne prendront pas d'initiative. Mais par contre, ils pourraient suivre un changement de régime. Tout à fait. Parce qu'on a vu au cours de l'histoire de France, à un moment donné, il y a eu une succession de régimes différents. Et l'armée et la police se sont toujours placés au commandement, en suiviste, au commandement du pouvoir qui avait changé éventuellement. Et donc, fondamentalement, voilà. La question après, c'est de savoir comment on va nous légitimer nous-mêmes en tant que force politique, du coup légitime, pour pouvoir prendre les commandes. Et que du coup l'armée. Alors hors du contexte électoral, en fait, pour moi la piste juridique que je suis et qui me paraît la plus sûre par rapport au fait que les institutions ont besoin d'une certaine de rester, on va dire, dans un certain rail constitutionnel et préexistant, c'est de nous référer à l'article 7 de la Constitution qui précise qu'en cas de vacance de la présidence de la République, le président du Sénat reprend la main pour assurer la continuité de l'État. Gérard Larcher. Voilà, malheureusement Gérard Larcher, mais composons avec, c'est un rouage. Si on part un peu dans l'esprit de l'art de la guerre, tel que Sun Tzu le fait comprendre, il faut savoir laisser à son ennemi un peu de latitude et une certaine dignité, une certaine capacité à se retirer dignement pour mieux jouer nos propres cartes.
Nous, avoir un rouage, imaginons tout simplement que nous ayons une révolution qui soit, nous sommes le grand soir, nous avons le rapport de force qui est pour nous, des millions de gens sont dans les rues et des centaines de milliers assiègent le Parlement, assiègent des grandes institutions, et M. Macron est poussé très clairement vers la sortie. Donc il y a un vide qui se prépare, à nous de dire aux armées et aux institutions de façon générale, nous sommes des gens sérieux, nous laissons la Constitution fonctionner, M. Gérard Larcher est le président par intérim. Par contre, comme la Constitution ne dit strictement rien d'un gouvernement lors d'une transition, dans ce genre de moment, on pourrait très bien dire, par contre, nous avons le rapport de force politique, nous l'avons gagné, nous l'avons obtenu, nous allons imposer à Gérard Larcher, même si ça n'est que pour 2 ou 3 mois le temps d'organiser des élections présidentielles anticipées, notre propre gouvernement. Nous ne voulons pas perdre la main, nous imposons notre propre gouvernement de transition. Ça, c'est quelque chose que l'on peut imposer sans trop de difficultés, on est un peu borderline, mais on n'est pas tout à fait en dehors de la Constitution ou des textes, c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable, à condition que les révolutionnaires aient eux-mêmes pris le temps, le soin de se dire quelle représentation politique nous voulons pour une transition. Ça, c'est quelque chose qui paraît... Le gouvernement de transition soit déjà prêt, en fait. Voilà. On a une initiative qui est actuellement existante, qui est défendue par Fabrice Grimal, à savoir le gouv.fr. C'est un peu bancal parce qu'on n'a pas de légitimité démocratique. Moi, je défends l'idée que si on avait un site internet, bon, il nous faut un petit peu de sous pour le monter, mais qui nous permette de plébisciter des intellectuels, des experts, des politiciens alternatifs que nous voudrions voir à différents mandats ministériels, nous pourrions avoir cette légitimité. C'est déjà fait plus ou moins, en fait. Pour le CNR, il me semble. Oui. Pardon, le CNR. Le CNT, tu veux dire. Le CNT. Alors oui, sauf que là, ça avait plus les formes d'une assemblée, ça aurait été plus un parlement alternatif que réellement un gouvernement. Un gouvernement, on a à la fin une seule personne qui est à la tête du ministère. Nous n'en avons pas 3 ou 4. C'était un peu ce que faisait le CNT. Ils prenaient une poignée d'experts qu'ils aimaient bien, sans réellement les consulter pour savoir s'ils étaient d'accord. Et ils disaient, voilà, on voudrait avoir tous ces gens dans les ministères. Bon, à un moment, il faut bien une autorité, parce que de toute façon, par exemple, les militaires diront qui est notre chef suprême au ministère de la Défense. Ils ne veulent pas avoir 4 mecs, ils veulent savoir qui est le commandement final. Il en va de même pour toutes les autres institutions qui se réfèrent à une hiérarchie. Voilà, une hiérarchie. Donc, il faut bien leur donner un ministre, ce qui n'empêche pas d'avoir des équipes d'autres experts qu'on aime bien qui les entourent. Ça, rien n'empêche. Le plus simple serait une forme de plébiscite par nos réseaux dissidents de notre gouvernement idéal. À défaut, il y a donc cette initiative qui est proposée par Fabrice Grimal qui n'a aucune logique démocratique puisque c'est eux-mêmes qui se le composent avec des gens qui sont d'accord pour jouer le jeu. Mais ça reste des bons experts et ça reste quand même lié à des gens qui défendent nos convictions sur la démocratie à inoculer en France. Tu peux nous, certainement, quand on essaiera d'inviter Fabrice, s'il veut bien, mais est-ce que tu peux nous dire très rapidement voilà, qui compose un peu ce gouvernement? Alors je peux donner quelques noms que j'ai en tête. Déjà, nous avons Étienne Chouard qui est sur les questions de monnaie. Nous avons Philippe Murer qui est à l'économie. C'est un bon ami de Jacques Sapir et un brillant économiste qui veut nous sortir de l'euro et faire une croissance verte, entre guillemets. Il y a Régis de Castelnau qui occupe le mandat de ministre de la Justice, donc un avocat très connu et pareil qui serait très favorable à purger les institutions de tous les renégats que nous avons dedans. Je ne pourrais pas citer tous les noms parce que je ne les connais pas tous, mais voilà, il y a quelques noms, et ces noms-là sont rassurants pour savoir que oui, c'est bien des gens qui défendent la démocratie et la souveraineté nationale, ce qui est à la rigueur le moins qu'on puisse attendre, on va dire. Très bien. Alors, j'aimerais qu'on revienne sur l'aspect médiatique, parce que c'est là-dessus quand même que tu as beaucoup travaillé, même si tu as travaillé sur les questions effectivement régaliens, procès... extrajudiciaire, tribunaux populaires, on va dire. Mais du coup, voilà, sur l'aspect média, pourquoi est-ce si important d'assiéger les médias, d'en prendre le contrôle? Moi, j'ai ma petite idée, mais... Tout simplement parce qu'en fait, moi j'oppose ça au fait qu'il y a des tas de gens qui me disent
Ça, c'est le plus dur hein, dans les réseaux sociaux. Nous avons les 9/10 de notre dissidence politique, donc des gens éduqués sur tout ce que l'on sait. Là, nous ne parlons pas actuellement de politique pour convaincre les gens qui nous écoutent. Pourquoi il faut restaurer la souveraineté nationale, pourquoi il faut faire de la démocratie, avoir le contrôle de la monnaie, etc. Nous n'en parlons pas parce que nous savons parler à des gens déjà convaincus. S'ils vous connaissent vous, s'ils arrivent sur votre média, c'est bien parce qu'ils sont déjà dans un réseau. Mmh. Nous, notre problème, c'est de faire en sorte que les Français qui n'ont pas accès à toutes ces informations, qui ne s'y intéressent pas du tout, qui font aucun effort de recherche, puissent malgré tout accéder à ces informations. Donc, il y a deux solutions. Soit on fait du militantisme à papa et on se dit avec la pédagogie, que ce soit par des tracts où certains croient que Internet permet de faire cette pédagogie alors qu'en fait, elle ne touche que des réseaux. C'est de l'entre-soi. Je suis d'accord, mais en même temps, Internet a permis à un moment donné, a pu faire le boulot à un moment donné. Tout à fait. Enfin, je Moi, veux à dire par titre personnel, capillarité. par exemple, je sais que l'essentiel de ma formation politique, au final, je l'ai fait par Internet. Mais c'est pareil pour nous tous. Ce que je veux dire, c'est que par capillarité, oui. Quand on est curieux, de toute façon, on finit par trouver via Internet parce qu'on s'intéresse et on recherche. Mais il y a quand même des tas de gens qui ne vont jamais consulter Internet pour autre chose que acheter des bêtises ou aller aller sur des sites de jeux ou des choses comme ça, mais ils ne vont pas l'utiliser pour s'informer. C'est pas suffisant. Ceci dit, regarde le documentaire, par exemple, Hold Up, qui donne, on va dire, un autre son de cloche sur la gestion sanitaire, justement, de ce coronavirus, a eu quand même un impact et un certain succès populaire élargi, quand même. Tout à fait. Ça, c'est pour ça que je ne veux pas spécialement opposer Internet, puisque moi-même, je suis comme tout le monde, dans notre sphère dissidence, c'est bien par Internet que nous avons accédé à des informations auxquelles nous ne parvenions pas, enfin, que nous ne touchions pas au départ. Donc, mais c'est surtout de dire que malgré tout, l'essentiel du temps, quand nous communiquons sur Internet, quand moi-même je communique par exemple sur Facebook, je sais que 99% des gens qui vont être touchés par ma communication sont des gens qui sont déjà eux-mêmes éduqués politiquement. Donc je n'ai aucune raison de leur répéter des choses qu'ils savent déjà. Je n'ai aucune raison de faire de la propagande politique sur ma page Facebook parce que je sais que ça ne sert à rien et que je ne vais pas toucher le grand public. Ce que font la majorité des gens, ils ont l'impression que par exemple lorsqu'ils sont sur leur page Facebook et qu'ils vont faire un commentaire politique, une publication politique, ils vont pouvoir en fait militer et toucher des gens, le grand public. Ça n'est pas vrai. Sachant qu'en plus, ils ont les algorithmes qui changent régulièrement. Voilà, qui sont contre nous. On reste de plus en plus dans des bulles. Exactement. Et du coup, dans un entre-soi. Tout à fait. C'est un entre-soi duquel il faut absolument se sortir. Et considérer que oui, Internet, ça reste un outil à minima pour pouvoir nous échanger entre nous, pour pouvoir nous organiser, pour pouvoir même faire des votes. C'est un superbe outil, hein. Il n'y a pas photo, autant pour se renseigner que pour organiser des choses, c'est parfait. Mais ça reste avec ses limites et que la vraie vie, le réel, c'est quand même des tas de gens qui rentrent le soir, qui sont fatigués, qui ont une journée de 10 heures de boulot, de 8 heures de boulot, qui ont leurs enfants à gérer, qui ont leurs courses à faire, leurs factures à régler, etc. Et qui, par fatigue mentale, n'ont même pas envie de se renseigner. Par fatigue mentale, ils n'ont pas envie d'aller s'éduquer. Donc, si en revanche, dans leur autoradio, ils entendent tout ce que nous, on explique, justement sur ces questions de souveraineté, de démocratie, d'économie, peu importe, ou qu'ils l'entendent à la télé le soir, parce que nous avons repris le contrôle des médias. Non seulement c'est une parole d'autorité que nous leur donnons, parce que les gens considèrent que, quand bien même il y a un discrédit sur les médias, ils considèrent que c'est une parole d'autorité sur l'information. C'est un paradoxe, mais c'est une réalité. Donc nous aurons une autorité, entre guillemets, intellectuelle du simple fait d'être médiatisés, mais plus encore, nous allons enfin pouvoir les informer de ce qui se passe et leur dire en plus, rejoignez-nous, sortez, allez en manifestation, allez vous mobiliser là où on est pour garantir que par exemple une opération que l'on puisse mener devant des médias se renforce de telle façon à ce que la pression augmente constamment. On peut appeler les armées à ne plus obéir au gouvernement. On peut faire, je le disais tout à l'heure, les réquisitions d'Emmanuel Macron. On peut inviter toutes les personnes qui étaient censurées jusque-là. C'est quand même une façon d'accéder à des millions de gens d'un coup, tout de suite, plutôt que de se dire, par Internet ou par des tracts, je vais me donner 50 ans
pour éduquer la population. Et même si la France a disparu d'ici là, c'est pas grave, je continuerai de militer. C'est une bêtise. En fait, c'est ne pas avoir un regard en phase avec la réalité que de se dire j'ai tout le temps de militer, j'ai tout le temps de faire de la pédagogie. C'est pas du tout ça. On n'a pas du tout le temps. À un moment, il faut avoir ce timing pour nous. Alors, on comprend totalement l'idée, et en plus de ça, dans l'idée par exemple de légitimer un gouvernement de transition qui serait, voilà, qu'on pourrait plébisciter, il faudrait bien le médiatiser, et à ce moment-là, ça serait l'occasion d'inviter ces membres de gouvernement à parler et à s'imposer. Et en plus de ça, M. Lipinski aussi le dit très bien, on prend le pouvoir par la prise de parole. Tout à fait. On n'a pas sans parole, on n'a pas le pouvoir. Et du coup, la parole, elle est médiatique. Donc, il faut prendre le pouvoir médiatique pour pouvoir s'exprimer et pouvoir prendre, du coup, le pouvoir tout court. Ceausescu, bon, ceux qui l'ont renversé, ils ont pris la télévision d'État. Ouais. Voilà. Mais là, en l'occurrence, aujourd'hui, on n'a plus une télévision d'État, on n'a plus un ERTF, on n'a plus, voilà. On a plein de médias. Donc en fait, le pouvoir médiatique est un peu dilué. Et même au-delà de ça, aujourd'hui, le pouvoir, le rôle que jouent les GAFAM, il est quand même super important. On voit que même par exemple le président des États-Unis, Donald Trump, il est capable d'être censuré par Twitter aujourd'hui et par les réseaux sociaux de manière générale. Donc, quelque part, on lui coupe la parole. En lui coupant la parole, c'est un peu comme si on lui coupait... Il n'a pas voulu nationaliser ces GAFAM ou certains médias publics pour justement essayer de régler ce problème aux États-Unis. Donc on va dire que lui aussi, il a outre-affronté un poids bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que voilà, ça aussi, c'est une partie du pouvoir aujourd'hui médiatique qui est un peu plus difficile, si tu veux, à saisir. Voilà. C'est d'autant plus difficile à saisir. On a quand même des médias publics et en fait, l'AFP, par exemple, aussi l'un des médias dont il faut reprendre le contrôle, puisque la répétition des mêmes conneries qui sont racontées par les grands médias, privés comme publics, émanent de dépêches de l'AFP qui sont recopiées à chaque fois. Hein, ils ne font même pas Parce qu'aujourd'hui, les médias n'ont plus de grands reporters comme avant. C'est ça, ils ne creusent plus les questions. Ils font simplement le relais d'informations de dépêches du coup voilà, de l'AFP. Qui sont décidées par l'AFP. Donc, avoir cette volonté de reprendre le contrôle sur l'AFP ou la Maison de la Radio ou France Télévisions, bon, c'est déjà chercher les médias publics que nous payons avec nos impôts. Donc l'AFP est un média public? Ah oui, complètement. Okay. Donc ça, c'est payé avec nos impôts, très clairement. Donc il faut en reprendre le contrôle. 2 milliards d'euros de subventions sur les médias. Tout à fait, sans parler de la presse écrite. 666 millions. Exactement. Donc tout ça aussi, à partir du moment où nous payons des impôts, nous sommes bien légitimes à en reprendre le contrôle. Certains diraient, ouais, mais quand même, plus symboliquement, BFM, TF1, CNews, etc., ils nous font aussi de la propagande. Oui, mais ce sont des médias privés. Donc, même si moralement, éthiquement, c'est inacceptable de savoir qu'il y a des grandes puissances d'argent qui sont dans ces médias privés pour faire de la propagande, dans le droit, fondamentalement, ça reste des médias privés qui ont bien le droit de faire ce qu'ils veulent. Ils ont bien le droit d'avoir la ligne éditoriale qu'ils souhaitent. En revanche, il est inacceptable que des médias publics se permettent de faire de la propagande. Logiquement, dans nos médias publics, on pourrait s'attendre au moins à ce qu'il y ait une diversité d'opinions. On ne dit pas une neutralité d'opinion, mais une diversité d'opinions, de telle façon à ce que le peuple puisse accéder à de l'information politique en conscience et de la même façon voter en conscience. Or, quand même les médias publics sont les premiers à censurer, par exemple, M. Asselineau ou M. Cheminade, qui sont donc des courants de pensée souverainistes, entre guillemets, on voit bien le parti pris. Comment ça se fait que nos médias publics puissent décider d'une ligne éditoriale qui dit ce sera que les pro-européistes, enfin les européistes, qui aient le droit de citer. Ça n'est pas normal. Donc du coup, toi, tu t'estimerais, pour en revenir sur un aspect un peu plus tactique, que ça serait les médias publics qu'il faudrait prendre d'assaut. Clairement, et c'est avec eux qu'on négociera de toute façon. Puisque Donc là, on parle de Radio France, c'est ça. France Télévisions, l'AFP, pour la presse écrite. De façon générale, alors ça n'empêche pas d'aller faire un petit tour du côté des médias privés non plus, parce qu'il ne faudrait pas non plus qu'ils se sentent épargnés. Mais oui, s'il y a des négociations de temps d'antenne à avoir, ce sera plus
légitime de le faire avec des médias publics, avec des médias privés. Parce qu'en plus, les médias privés, ils ont quand même l'aspect, c'est-à-dire que des chaînes comme BFM, CNews, LCI, qui font de l'information en continu. Et du coup, bah, c'est vrai que aujourd'hui, dans n'importe quel bar, dans n'importe quel restaurant, tu as une télé allumée et avec un flux continu branché, de BFM. Ouais. D'accord. Mais donc, du coup, ouais, donc attaquer, prendre d'assaut les médias publics, en prendre le contrôle pour pouvoir parler, au peuple. expliquer, voilà, parler, s'adresser au peuple, expliquer nos intentions et s'adresser aussi, bah, du coup, au Au corps corps constitué. régalien, au corps constitué, pour leur expliquer aussi nos intentions et légitimer du coup la prise du pouvoir. C'est ça. Tout à fait. Ok. Bah, formidable. C'est un programme très intéressant. Qui se complète nécessairement avec d'autres champs d'action, mais disons que le principal vraiment à considérer, c'est que les médias, effectivement, c'est le premier pilier, c'est la guerre de l'information qu'il faut gagner et qui nous facilite le fait d'avancer sur d'autres terrains de jeu, on va dire, parce que tout simplement on touche énormément de monde, donc c'est beaucoup plus facile ensuite de mobiliser des gens pour d'autres actions. Mais ça doit se mettre en corrélation, encore une fois, avec le fait de dire nous aurons besoin des armées, nous avons besoin de juger l'oligarchie pour la délégitimer, donc ça se fait aussi en même temps. Nous avons besoin de mettre la pression sur les parlementaires. Généralement, dans les révolutions, c'est au Parlement que se légitime un nouveau régime politique, un nouvel ordre politique. Donc ça aussi, à un moment ou à un autre, il va bien falloir y aller au Parlement. Et nos parlementaires, si on veut leur faire voter par exemple la destitution d'Emmanuel Macron, c'est certainement pas en les fuyant et en étant loin d'eux, c'est au contraire en les serrant au plus près et en les inquiétant. Il faut qu'ils sentent la pression populaire et qu'ils se disent, si jamais je n'agis pas tel qu'il le demande, ça va devenir dangereux, ça va devenir risqué. C'est un sous-entendu. S'il ne s'agit pas d'agresser les gens, c'est un sous-entendu à leur laisser, à leur faire comprendre. C'est plus un rapport de force, c'est-à-dire il n'y a pas besoin d'être nerveux et de faire des choses stupides et agresser des gens, enfin ça donnait à la violence. C'est un rapport de force qui est assumé. Un rapport de force par de la mobilisation populaire, mais bien placé, bien affecté, des effectifs que l'on déploie là où c'est réellement utile. Donc c'est un peu ça que je défends. D'accord. Et du coup, puisque nous sommes donc sur le champ, on donne des perspectives de stratégie mais de terrain, donc d'action, parce que là, on n'est pas forcément, même si ça fait un peu salon, mais voilà, tu es un activiste de terrain, on s'est rencontrés sur le terrain. Qu'est-ce qu'on peut du coup proposer aux personnes qui suivent l'émission pour s'engager concrètement sur le champ dans le cadre de la stratégie que tu je propose préconises? Ouais. Alors, plusieurs façons. Déjà, bon, on va dire que je cherche à vendre mon livre, mais oui, aussi, ça aide. Mais il y a tout le plan dedans. Donc, vous pouvez tout simplement déjà prendre contact avec moi et me commander le bouquin pour pouvoir avoir le plan détaillé de tout ce qu'il est possible de faire. Il y a plein de modes d'action différents que je propose dans cet ouvrage. Maintenant, sans passer par la lecture de mon bouquin, il y a quand même des choses assez simples. D'abord, quand on est sur Paris, clairement, quand il y a des appels à mobilisation devant les médias ou les grandes institutions, s'y bouger, faire quelque chose. Quand vous-même, les Gilets jaunes constituent, organiser des opérations, ou on a par exemple un autre groupe qui est très bon, qui est Opération Spéciale des Gilets jaunes, qui aussi sont des activistes très, très pertinents. Rejoindre ces gens-là qui sont toujours tactiques. En fait, déjà, rejoindre au moins ceux qui proposent des opérations qui sont très tactiques, qui visent des bâtiments de pouvoir, des lieux de pouvoir, parce que c'est là où on commence réellement à devenir pénible pour justement le pouvoir. Au-delà de ça, quand on est en province, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « moi je suis en province, je peux rien faire », bah si. En province, on a quand même les médias locaux. Nous avons France Télévisions et Radio France qui sont implémentés dans toutes les régions. Mais nous avons aussi tous les régiments et bases militaires. Il n'y a rien de plus décentralisé que l'armée. Alors comme je le disais, parmi les organes à sensibiliser ou à pressuriser, là on parlera plutôt de sensibilisation, il y a l'armée. La façon la plus... Je veux dire, on peut toujours trouver à 30 km de chez soi une base militaire ou un régiment aller occuper symboliquement une petite heure avec 10 camarades, il n'y a pas besoin de venir à 500.
et remettre une lettre au chef de corps, encore une fois, faire quelques images avec la presse et repartir. Et ça, encore une fois, lorsque c'est multiplié partout en France, que c'est répété, c'est le genre de choses qui sont très gênantes pour l'oligarchie. Parce que, en tout cas, le président de la République doit avoir l'assurance que les armées seront toujours sous ses ordres. Le vrai pouvoir politique dans un pays n'est jamais la représentation politique elle-même, mais c'est tout simplement le pouvoir régalien, parce que c'est eux qui ont les armes. C'est assez facile à comprendre. Si par exemple toi tu es président de la République et que moi je suis un général, et que tu annonces quelque chose, que je suis contre, et que je te braque un flingue sur la tempe, qui a le réel pouvoir politique? C'est toi ou c'est moi? C'est nécessairement moi, parce que c'est moi qui suis armé. Donc ce simple rapport de force est une évidence. Le vrai pouvoir politique, et c'était comme ça d'ailleurs dans l'Antiquité, et puis bien avant, les chefs de tribus étaient souvent les plus forts, les plus expérimentés, on les respectait pour ça, et puis ils devaient nous mener à la guerre. Ils devaient nous protéger des invasions, et c'est comme ça qu'on redonnait le commandement à des chefs tribaux. Ça n'a rien changé, ça n'a pas changé aujourd'hui. On est juste plus nombreux et des sociétés plus complexes, mais c'est toujours le pouvoir des armes qui décide finalement de ce qui se passe dans une tribu politique. Comme on dit, le monde se divise en deux catégories, ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. C'est ça, exactement. Donc il faut faire de la sensibilisation auprès des armées. Quand on est en province, on peut le faire. On peut toujours trouver un régiment, une base militaire. On peut trouver 5-10 camarades pour aller leur rendre une petite visite de courtoisie. Il y a plein de lettres qui sont adressées aux armées qui existent sur Internet, des très bonnes lettres. J'en ai écrit une, mais je sais qu'il y en a d'autres qui ont écrit vraiment de très bonnes lettres. La faire remettre en appelant au secours, très clairement. Et ça, c'est vraiment des superbes actions que l'on peut faire en province. Il y a tout, on peut aller plus loin, on peut embêter plus encore l'oligarchie en faisant des coups d'éclat sur l'économie, en bloquant des dépôts de carburant ou des bases logistiques, qui sont aussi le nerf de la guerre pour que le pays puisse tourner. Il y a des tas d'actions que l'on peut mener à la fois sur la province et Paris. Il faut juste que ce soit coordonné, efficace, et que l'on cible nos occupations. Donc là, pour résumer, donc pour ceux qui veulent s'engager dans la voie de la stratégie dont tu parles, c'est rejoindre des groupes existants, tactiques, qui font du terrain efficace sur les lieux de pouvoir, donc par exemple opérations spéciales et d'autres. Et du coup, en même temps, s'organiser, pourquoi pas monter son propre groupe. C'est ça. Aller voir les régiments pour mettre une pression sur les corps constitués. Les médias locaux. Les médias locaux. Et les antennes parlementaires des députés, par exemple. Ça aussi, on en a généralement dans toutes les grandes villes. Les permanences. Voilà, les permanences parlementaires, ça c'est génial. C'est une façon de mettre la pression sur nos députés. Il y a toujours en fait des lieux à viser dans chacun de nos départements. Il y a toujours des choses que l'on peut faire. Bon, après, ça restera sur Paris que ça se passera, il faut être clair. Donc moi, je vis en province. Je viens au moins une fois par mois sur Paris parce que je sais que c'est nécessaire. Et on a oublié du coup de participer aux manifestations mensuelles sur les médias qui s'organisent, dont la prochaine est le 9 janvier. Le 9 janvier, j'appelle tout le monde à venir nous rejoindre. C'est tous les premiers samedis du mois. C'est de toute façon facile à savoir. C'est tous les premiers samedis du mois. En l'occurrence, c'est pas le premier samedi, le 9 janvier. Ouais, c'est le deuxième samedi, là, pour le coup. Mais bon, comme en fait... Il y a le réveillon. Voilà, c'était le 2 janvier, le premier samedi. On s'est dit ça fait un peu proche pour les fêtes. Ok, très bien. Écoute, merci beaucoup Sylvain. Merci de m'avoir reçu. Ouais, avec plaisir. Vous étiez sur le champ, rejoignez le service public libre et participez à la reprise du pouvoir.